Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. C'est un créateur aventureux, hyperactif, un visionnaire qui décrypte facilement les nouvelles tendances au fil de ses voyages et de ses expériences. Il offre de nouvelles perspectives dans le secteur alimentaire ou de restaurant, pour le commerce de détail et le B2B dans le monde entier. Son objectif est d'atteindre le client final et de l'informer sur ce qu'il mange, mais aussi de faire naître en lui des émotions, jouer avec les contrastes et générer un élément de surprise dont il se souviendra. Notre invité du jour a un credo, « Food is the new fashion ». Bonjour Riccardo Gironi. Bonjour. Riccardo, quand on dit « Food is the new fashion », est-ce que ça veut dire que tu penses que la tendance est à table ? C'est ça que tu veux dire ? Entre autres. C'est une petite phrase un peu catchy, comme on peut dire, pour prendre un peu l'attention des gens sur les réseaux sociaux en général. Mais c'est vrai que j'ai voulu, à travers la nourriture, dynamiser un petit peu ce segment et le voir peut-être à travers mes projets, mes restos ou mes produits, comme un produit de mode. À la base. Donc, oui, c'est comme ça qu'on fait le plus beau restaurant de Paris, par exemple. Entre autres. Le plus beau restaurant de Milan, pour l'instant aussi, récemment. C'est très joli. Mais là, on commence. Ça, c'est le travail architectural, d'accord. Donc, ça, c'est sûr que on était très, très honorés d'avoir 2 fois en 5 ans le même prix pour la même marque dans 2 villes européennes assez importantes. Donc, c'était pour Beef Bar, ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est avec un Barré Poyet, une autre société monégasque, avec laquelle on a commencé depuis tous les 3 avec Christophe, avec Émile, en 2007 ou 2008. C'est une histoire aussi à 3 qui a apporté ses fruits et qui fait rayonner Monaco, quoi. Voilà, donc je tiens beaucoup à ce rayonnement-là. Bah oui, parce que tout est made in Monaco. Enfin, Beef Bar, c'est Beef Bar Monaco au départ. Hein. Oui, Beef Bar, le premier, est né à Monte-Carlo. Oui, et d'ailleurs, on en est fiers, on en fait un tagline Born in Monte-Carlo. Ça aussi, on pourra en parler, parce que pour moi, c'est fondamental pour le rayonnement, non seulement la principauté, mais c'est aussi le fait que moi, j'ai grandi ici, je suis pratiquement né ici. Ah ouais. Mes parents étaient déjà résidents quand je suis né. Mais au fait, on se rend compte que on vit dans un pays qui a une image, une aura, et peu de gens en profitent. Mais quand je dis en profite, c'est pas forcément financièrement, on se rend pas compte. Et ça, je l'ai appris peut-être avec le temps, comment Monaco est perçu à l'étranger par les gens qui forcément ne connaissent pas ici ou qui ont vu Monaco à travers nos princes, nos histoires, nos grands prix. Mais c'est vrai que ça fait rêver quelque part quand on essaie de s'échapper, ou on essaie de créer une marque. C'est une plus-value que j'ai absolument pas voulu négliger. Au contraire, il faudrait que beaucoup plus d'entrepreneurs de Monaco réussissent à exporter aussi cette image, parce que ça fait vendre et parce que c'est... disons que dans mon métier aussi, c'est plus facile, c'est la restauration, c'est l'hospitality, c'est tout ça, donc ça va avec. Il y a d'autres marques qui le font ça bien, comme APM, je trouve. Ils exportent très bien leur marque de Monaco, et donc c'est bien. C'est un Made in Monaco qui a des valeurs qui sont assez présentes. Voilà. Parce que, en fait, tu dis c'est une aventure à 3, mais toi, ce que tu fais, c'est que un jour, tu intègres le business familial. Voilà. Au début des années 2000, si je ne me trompe pas, tu intègres le business familial, et le métier de la famille Giraudy, c'est la viande. À la base, c'était la viande. C'est toujours la viande, d'ailleurs. Hein, d'accord. Disons qu'en 2000, en tout cas, c'était la viande. En 2000, c'était la viande. Alors, c'est une anecdote que je raconte assez souvent, mais peut-être pas aussi longuement qu'on a la chance de le faire ici aujourd'hui, donc pourrais en profiter. Vas-y. Donc, je fais l'université internationale. Bon, je fais l'école américaine à Nice, donc tous les jours à Nice. Je fais l'université à Monaco. Elle a changé de nom, je ne me souviens plus comment elle s'appelait à l'époque. L'IUM. Oui, avant, elle avait un autre nom. University, je sais pas, un truc, voilà. Bon, c'est la même. Elle était la même. À l'époque, elle était au Stade. Et je me retrouve vraiment
pas mal, mais je sens que je peux pas être né à Monaco, enfin avoir grandi à Monaco, et même faire la fac à Monaco, pour après revenir à Monaco. Bon, je me suis dit, bon, je vais quand même partir. Donc au bout de la première année, je l'ai faite ici, je suis parti à Londres. Et j'ai fait les 2 dernières années de la fac, donc à Londres. Je fais donc une fac de business, je me spécialise en marketing et la fac se termine et je n'ai aucune envie de revenir à Monaco parce que c'est petit. Parce que après avoir goûté 3 ans de Londres tout seul, c'est pas revenir à la maison chez papa-maman sur un caillou de 2 km². Oui, c'était ça, c'était tout ce qui allait avec. Et tous mes potes, évidemment, eux, font le major en finance. Moi, c'était pas trop mon truc, la finance. Et je ne trouve pas de internship, je ne trouve pas de stage. Le seul stage que j'arrive à trouver pour rester à Londres, donc pour pas revenir, c'est le stage d'une start-up qui se spécialise dans les relations presse. Parce qu'à l'époque, il y avait pas encore Internet et surtout pas aussi poussé que maintenant. Ouais, les réseaux sociaux en tout cas. Les réseaux sociaux, exactement. Donc c'était le début d'Internet. C'était d'ailleurs le Internet boom et elle se spécialise donc cette société dans la relation presse et relation publique de restauration. Et donc je me retrouve. Ouais. Why not? Voilà. Et donc du coup je commence à être le RP, si tu préfères, mais le RP presse, d'accord, pas le RP comme on peut connaître aujourd'hui, pour les plus grandes marques de restauration de la plus grande capitale au monde de la restauration, donc à Londres. Donc je me retrouve à faire dans les années 2000, c'était à Londres qu'il fallait être. Donc il y avait Hakkasan, il y avait Nobu, il y avait China White, il y avait toutes ces énormes marques donc de restauration qui devenaient lifestyle, d'accord. Et donc moi je suis rentré par la petite porte en tant que le stagiaire RP. Le stagiaire RP. Voilà. Moi, c'est Ricardo, le stagiaire RP. C'est un peu ça, mais j'ai adoré ce métier-là. Et forcément, je me suis vachement amusé parce qu'à la fin, tu faisais que de faire des dîners, organiser des soirées. Mais en même temps, je gardais l'œil avisé et j'ai commencé à comprendre comment ça marchait. Bon, ça a duré un an et demi. Et après, on m'a dit, maintenant tu rentres, tu vas pas continuer à faire du RP dans la restauration. Et je reviens donc dans ma chambre. Tu as une boîte à toi. Voilà, donc mon père me demande, en fait, non, je reviens. J'avais envie de revenir, bon, je suis revenu. Et là, je me retrouve dans la boîte de mon père, qui est celle du négoce international. Mais à l'époque, c'était un négoce beaucoup plus comme un trading, si vous préférez. Donc c'était principalement les compensations européennes entre un pays et un autre. Donc tout se faisait au téléphone. Donc tout se faisait au téléphone avec tu t'assois derrière un bureau et tu téléphones toute la journée. Voilà, tu téléphones, tu vends des produits, tu achètes et tu revends, tu fais ta marge, tu fais du commissionnement. Et c'est pas que j'aimais pas, c'était pas quelque chose. Je ne voulais pas faire que ça toute ma vie, c'est-à-dire. Mais c'était quand même successful ou pas? C'est-à-dire que c'est une boîte qui marche quand tu arrives? C'est une boîte qui marche, mais une boîte très petite. Ouais. Parce que pour faire du négoce, tu n'as pas besoin de beaucoup. Je me souviens, quand on a commencé, on était 12 personnes en tout. Donc mon père est extrêmement présent, parce que du négoce, c'est très personnel. Dans ce métier-là, il y avait aussi un travail d'agence. Ouais. Ça se fait sur la confiance. Voilà, l'agent, la confiance. C'était plus un travail aussi où tu garantissais les clients. Enfin, c'était un truc assez complexe. Et donc je me retrouve là-dedans et je me dis, soit je dois devenir la photocopie de mon père pour pouvoir réussir. Donc je comprends au bout de 2 jours que je ne pourrais jamais être la photocopie de mon père. Mais en même temps, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. J'avais la chance d'avoir une société qui tournait. Et j'avais la chance d'avoir un père qui m'a toujours laissé les bras ouverts, le choix de faire ce que je voulais, et m'a toujours suivi. Ouais, c'est important, ça. Voilà, ça c'est une vraie chance, et je m'en rends compte aussi aujourd'hui. Tu t'es senti libre quand tu lui as dit alors moi je vais pas faire ça toute ma vie, c'est super, je trouve ça génial ce que tu fais, mais j'ai une autre idée. Est-ce que ça a été dur de lui dire ça? Je lui ai pas dit comme ça. Je lui ai dit j'aimerais ajouter une diversification dans le métier de la viande, tout d'abord. Oui, parce que Beef Bar, au départ, c'est un resto de viande. Oui, à la base, c'est un resto de viande. Mais à la base, c'est né à cause d'un besoin pour la boîte de viande d'avoir un endroit où on peut showcase les plus beaux produits. Parce que ce que j'ai fait dans la viande, c'est au bout de 2 ans, je me suis dit, on va importer de la viande.
Avant, on n'était que trader. Et donc là, au bon moment, on était à la bonne place au bon moment. C'est-à-dire que l'Europe a commencé à rouvrir les quotas et les droits de douane et les importations des produits carnés, principalement des États-Unis, du Japon et de l'Australie. Donc, qui sont, comme par hasard, 3 contrées de viande magnifiques. En fait, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Les meilleurs du monde, ils sont là. À mes yeux, c'est les meilleurs du monde. Mais c'est surtout que c'est aussi le premium. Donc là, on rentre dans le luxe. Voilà, donc c'est de la viande à un autre prix, voilà, c'est ça que tu dis. Avant, quand j'avais commencé, qu'on en allait au restaurant, tu mangeais un filet, une entrecôte. Il n'y avait pas une histoire. On ne savait pas d'où elle venait, quelle origine, quel type d'alimentation on donnait à l'animal et tout ça. Donc il y avait tout le storytelling qui devait se créer. Le branding aussi. Là, aujourd'hui, on parle de ferme, on parle de race, on parle d'alimentation. Et donc, du coup, j'ai réussi à trouver à travers le monde entier tous ces petits producteurs. Et ils m'ont donné confiance grâce à l'activité initiale de mon père. Oui, parce qu'en fait, Giraudy, c'était un nom. C'était un nom dans le B2B, dans évidemment. Le B2B. On n'est pas du tout connu sur le marché du B2C. C'était pas du tout le but aujourd'hui. Même aujourd'hui, on vend à des distributeurs, donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais ça nous a permis d'avoir le produit. Alors, une fois, j'ai eu donc le produit qui est arrivé en Europe, le produit qui coûte 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher que d'habitude. Que d'habitude. Et donc, il faut convaincre les chefs de l'acheter. Et donc, tu peux l'acheter que si tu le goûtes. Et donc, à la base, Beef Bar était né comme une aide à la boîte de viande pour pouvoir inviter les chefs du monde entier, venir goûter le produit. Donc, c'est pour ça que j'ai fait venir les fours des États-Unis. On avait importé des fours à l'époque, c'était quasi impossible parce que on connaissait pas une cuisson qui chauffe vers le haut. C'était assez complexe. Et on avait réussi à faire ça, mais à la base, Beef Bar, c'était un steakhouse traditionnel. Voilà. Et traditionnel. Je parle de 2005. Tu ouvres un steakhouse qui a du style, parce que on a tous été dans des steakhouses dans le monde entier. C'est pas tous des Beef Bar, quand même. Hein. Mais au niveau du produit, à la base, c'était déjà assez, je veux pas dire ennuyant au regard d'aujourd'hui, mais on se différenciait pas forcément d'une autre steakhouse de haut niveau dans le monde. Ce qui était bien à Monaco, c'est qu'encore une fois, il n'y avait pas grand-chose. Le monde entier, mais moi, quand j'ai commencé à Monaco, dans la restauration, heureusement que j'avais fait aussi l'an et demi avec le fameux stage, parce que ça m'a ouvert les yeux, parce qu'en fait, à Monaco, il y avait la clientèle internationale. Même en 2005, tout le monde est là. Donc les clients qui sont à Monaco, c'est les mêmes clients qui vont à New York, qui vont à Los Angeles, qui vont à Hong Kong, qui vont à Tokyo, qui vont à Rome. Donc on a cette clientèle vachement internationale qui sait ce que ça veut dire le luxe, qui est habitué aux belles choses. Et ici, en 2005, il y avait les restaurants de famille, plus ou moins. Souvent italiens. Et la gastronomie française. Et la grande gastronomie. Française. Donc, on se retrouvait avec des restaurants familiaux, des étoiles Michelin, et tout ce qui est lifestyle, pas du tout. Pas grand-chose. Il y avait rien. Vraiment, je te parle de 2005, donc il y a presque 20 ans, il n'y avait rien. Et donc, c'est là où j'ai réussi à me dire, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'encore une fois, je suis à la bonne place au bon moment. Et je me suis dit, peut-être que ça va prendre. Alors tu dis, je suis à la bonne place au bon moment, mais là, quand je t'écoute, je me dis, on a parlé d'éco, on a parlé marketing, storytelling, mais on parle aussi acquisition immobilière, parce qu'encore faut-il, tu dis, il faut s'installer à Monaco, donc il faut trouver les endroits. On parle de plein de choses qui ne sont pas ton métier de base. Non. Et donc, quand tu dis à papa, je vais ajouter un truc... Il était content. Encore une fois, il m'a toujours et ça c'est une vraie qualité, ma mère d'ailleurs aussi, un peu plus hésitante, mais ils m'ont toujours laissé, comme toutes les mamans, c'est compréhensible. Mais si j'y pense aujourd'hui, je savais absolument pas où j'allais. Quelque part, j'ai pris des. Enfin, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, forcément, je comprends mieux les choses. Mais si je devais faire ce que je fais à l'époque, c'est vrai que j'aurais pu tout perdre tout de suite. Enfin, on a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Le Beef Bar, ça ouvre et c'est un carton immédiat. Tout de suite. Alors, je l'avais fait avec donc Mimo, avec qui je commençais, parce que lui, il avait le Capitano. Après, on avait acheté le restaurant d'à côté. Après, il y avait Alain. On était 3 amis. Et on avait vraiment fait ça comme ça, par pur, vraiment par
comment vous dire, Oui, parce que toi, en fait, tu te envie, dis, voilà. Est-ce que le fait de te dire, moi, il y a une activité déjà dans la boîte, donc j'ai pas vraiment besoin de ça pour vivre. Non, c'était pour m'épanouir. Voilà. C'était pas du tout une question financière. L'argent est venu plus tard, et le fait de pouvoir m'exprimer. Moi, je suis à la base. On me dit toujours que je suis un businessman, mais moi, je me vois beaucoup plus comme un créatif. Ça, alors, créatif qui, aujourd'hui, alors on est en 2023, on est à 43 restaurants dans le monde. Oui. Quand même. Oui. Si j'ai bien lu, il y a une dizaine, voire une quinzaine d'ouvertures entre maintenant et fin 2024. Exactement, oui. Donc là, on n'est plus dans... Alors oui, tu crées à chaque fois le nouveau resto, etc. Mais d'ailleurs, tu vas nous expliquer comment tu fais, parce qu'on aimerait tous avoir la recette. Mais au-delà de ça, t'es quand même un businessman. Enfin, il faut avoir un peu de sens des affaires. C'est pas possible, sinon. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis devenu un businessman dans la restauration, mais à la base, moi, ce qui me faisait vibrer, c'est de créer. Parce que, alors, ce qui est très étrange aussi, c'est que les gens le savent souvent pas, ou on confond, on pense que je sais cuisiner. Je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas cuire un œuf, je ne sais pas dessiner une ligne droite. Mais c'est pas possible. Non, ce jour, je ne sais pas faire. mais j'imagine mes restaurants, j'imagine mes assiettes, j'imagine mes plats. Je suis assis avec mes chefs tous les jours. Tu goûtes tout. Mais j'ai même plus besoin de goûter. C'est-à-dire que je comprends si la recette qui est proposée, soit par moi, soit par mes chefs, a sa place dans le concept. Parce que c'est surtout, c'est ça. C'est une cohérence. C'est comme le design, voilà, exactement. C'est le design. On peut avoir un design magnifique qui ne colle pas avec un concept, et vice-versa. Donc aujourd'hui, quand on prépare une recette, je vois la recette, et je me dis, c'est parfait pour ce type de restaurant. Et donc, ce qui va avec, l'expérience qui va avec. Ouais. Donc ça, c'est fondamental. Et ça, c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qui naît. Mais c'est vrai que je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas cuire un œuf, je ne sais pas dessiner une ligne droite. Bon, mais je suis plus un directeur artistique. Tu sais t'entourer, quoi. Absolument. Parce que des gens qui savent dessiner des lignes droites et qui savent cuisiner autour de toi, il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Parce que là, tout à l'heure, tu as dit un nom comme ça, tu as dit Hakkasan. Il me semble que Hakkasan a fait la carte du sonki. Oui, alors c'est avec Alain Yao, qui est le créateur de Hakkasan. D'ailleurs, dessiné par Gilles et Boissier, de magnifiques architectes. Ils avaient fait un truc incroyable pour le premier Hakkasan. Ils avaient fait toute une salle où tout le back of house se passait derrière des moucharabiers. Donc, au milieu, tu n'avais rien que des tables et tu voyais. C'est à ce jour encore un des plus beaux concepts. Surtout il y a 20 ans. Et donc, oui, avec lui, on a fait Sonki. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Après que je fais Beef Bar à Monaco, je commence à prendre goût sur la principauté et me dire pourquoi pas faire d'autres choses, vu qu'il y a encore pas mal d'opportunités. Il y a de l'espace. Depuis là, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, je peux te dire que la concurrence est féroce. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, mais il faut se battre. Et puis, bon, heureusement que j'ai commencé plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les barrières à l'entrée pour un restaurateur à Monaco sont excessivement lourdes. Et puis aujourd'hui, les gens, ils recherchent des marques. En créer une, c'était déjà quelque chose de difficile. En créer plusieurs, je pense que c'est extrêmement difficile. Extrêmement dur, oui. Et donc maintenant, j'ai changé de stratégie sur la restauration. Je suis en plein mode... C'est intéressant aussi à en discuter parce que je n'en parle pas souvent, d'acquisition de marques qui ont de l'héritage, qui ont de la nostalgie, qui ont... Tu pourrais racheter une enseigne. Voilà, donc c'est-à-dire, admettons... on vient de le faire. Par exemple, on a racheté l'African Queen, par exemple. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà, donc pour moi, ça, c'est pas qu'un lieu. À mes yeux, c'est un concept. Un concept qui est né en 1969. Et c'est une histoire. C'est-à-dire que qui, dans la région, n'a pas déjeuné un dimanche à l'African Queen ou n'a pas fait un soir d'été sur le port de Beaulieu. Enfin, voilà. Même moi, à la fin, j'y allais plus parce que j'avais grandi et puis c'était un restaurant où on y allait vraiment, qui était vraiment à la mode dans les années 90. Ouais. Après, je suis parti et j'ai pas eu la chance d'y revenir. Mais voilà, donc des marques comme l'African Queen. Là, je viens de racheter les droits d'un restaurant italien de 1939. Lancé par Frank Sinatra, qui est fameux par le pistou, avec un héritage, des photos de la mémorabilia que j'ai jamais vu.
Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, on me propose des marques je voudrais pas dire dépoussiérer, mais à repackager d'une façon internationalisable, si vous préférez. Donc. Parce que c'est ça, la question qui me vient quand tu me dis je rachète l'African Queen, ou en tout cas où on va racheter ce restaurant créé par Sinatra, donc on imagine les années 50, Sinatra ça peut pas être beaucoup plus tard. Voilà, donc le restaurant est né en 1939, ouais, c'est ça. Et donc Frank Sinatra venait en Ligurie, c'est un restaurant de Gênes, faire ses concerts, il est tombé amoureux du pistou. Il a ramené le pistou aux États-Unis, c'est devenu très connu. Après, c'est le restaurant où les papes allaient dîner, mais je ne savais pas que les papes allaient dîner au restaurant. Donc après, ça s'appelle Zeffirino. Zeffirino, au Vatican, fait des soirées. Encore aujourd'hui, il fait des dîners au Vatican pour les papes. Ce sont des histoires comme ça qui, aujourd'hui, je pense, sont le futur de la restauration. Il y a aussi un retour en arrière. Un retour en arrière, Il y a un retour au nappe blanche, aux vestes croisées, au jazz, à l'élégance. On a vécu... Aux nappes blanches, en tout cas, effectivement, je pense que c'est vrai, parce que de plus en plus, on parle de concepts où on dit c'est du grand style, et le grand style, forcément, c'est la table avec une nappe. Ça, qu'elle soit blanche ou autre, oui, blanche c'est plus facile. Mais ce sont des choses qui... Bon, il y a des cycles, on le voit, et aujourd'hui, je crois qu'il y a ce retour d'une quête de simplicité, mais d'une quête d'authenticité. Et en tout cas, c'est quelque chose qui me parle à moi. Faire des restos ultra festifs, j'ai essayé, je ne sais pas les faire, par exemple. Alors, c'est sûr que des restaurants festifs, ça peut être très, très, très intéressant financièrement. Financièrement, oui. Mais moi, je ne sais pas faire des restos où moi, je n'irai pas en tant que client. Me mettre à la place de quelqu'un d'autre. J'ai essayé de faire des concepts, des fois, où je me suis dit, il y a un marché à prendre pour ce typologie de produit, on va le faire. Et puis, ça n'a pas marché parce que j'arrivais pas à me trouver bien dedans, en pensant que il y a une demande, donc ça va marcher. Donc, c'est vrai que si moi, je n'irai pas, j'ai du mal à... C'est comme si moi, si moi, je n'aime pas une assiette, je ne la mettrais pas dans mon restaurant, même s'il y a de la demande. Parce que c'est pas pour ça que tu dis, je goûte tout. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égoïsme, c'est que je sais ce qui se vend. Non, et puis surtout, tu représentes, toi, une catégorie de clientèle que tu cibles, certainement. Exactement. C'est-à-dire que les gens qui, comme les Anglais disent, if they buy your story, s'ils achètent ton histoire, forcément, et ils achètent ton concept. Mais je voudrais revenir, parce que tout à l'heure, je t'écoutais me dire, il faut dépoussiérer. Ça me faisait penser à quand Jean-Paul Gaultier prend Hermès, il devient directeur artistique d'Hermès, il dit, cette phrase que je trouve incroyable, il dit, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est exactement ça. Ça, je la connaissais pas, cette phrase. Mais même dans notre métier, c'est exactement la philosophie que j'ai tous les jours, ou que mes équipes, elles ont tous les jours. Parce que quand tu as une marque, le plus dur est fait. L'histoire, elle est déjà racontée. Il faut simplement lui donner un micro et lui donner des codes d'aujourd'hui, je pense. C'est ce que tu feras avec Zeffirino. Voilà, ce que j'aimerais faire avec Zeffirino. Et quand tu vois des histoires comme les Cipriani, regardez, ça c'est la même histoire dans le monde entier. Alors évidemment, ce ne sera pas une copie de Cipriani, parce que c'est pas du tout mon esprit, et je vais le faire plus à la Ricardo, oui, mais plus roots, c'est-à-dire qu'on aura des vrais on aura vraiment des vraies mamies, si je les trouve, parce qu'aujourd'hui le personnel c'est très difficile, mais des vraies mamies qui font les pâtes fraîches devant les clients. Là on va avoir des laboratoires de pâtes devant le client, donc on aura tout l'expérience, et donc du coup beaucoup de travail à table, beaucoup de services au guéridon, c'est beaucoup de travail, mais aujourd'hui les gens recherchent aussi le moment à table. Est-ce que c'est le bon moment, parce que on entend partout, on lit que aujourd'hui le secteur de la restauration, c'est un secteur qui a du mal à recruter, qui a du mal à trouver des talents. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est très vrai. Alors c'est encore pire dans certaines villes, comme Londres par exemple. Londres, ça a été vertigineux, quoi. Parce qu'on a eu le Brexit. Et ensuite, on a eu le Covid. Donc, après le Covid, plus personne ne voulait travailler parce qu'ils ont tous trouvé un job. Ils ont découvert une autre vie, faut être honnête.
Et puis le Covid, donc le Brexit, ça a été difficile. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à trouver du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, sur Monaco et à l'étranger, je me détache de ce que nous on appelle le mid-market. Le mid-market, ce sont des restaurants qui sont un positionnement prix moyen de gamme, qui font du volume. Mais faire un plat de pâtes à 20 € ou faire un plat de pâtes à 30 €, c'est le même travail. Et donc, du coup, je préfère peut-être payer un peu plus mes employés, les chercher et en faire une famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, on a la chance que beaucoup de gens sont restés, en fait. Surtout en principauté ou même à Paris ou dans des villes dans lesquelles on opère directement. Ils sont restés parce que ils se sentent un peu à la maison. Ouais. Voilà, ils se sentent un peu à la maison et c'est pour ça que c'est plus facile de faire des restaurants de moyenne haut de gamme où ils ont une qualité de vie, on essaie de leur donner le maximum qu'on peut. Après, ça reste la restauration. Ouais. C'est sûr, mais ça reste des horaires, ça reste du travail, ça reste de la pénibilité quand même. Oui. Mais on cherche des gens qui veulent faire de ce métier une carrière. Ça, c'est très important aussi de trouver des gens qui aiment ce métier-là. Il faut aimer servir. Il n'y a pas de secret. Ouais. Si on n'aime pas servir, il ne faut même pas imaginer de faire ce métier. Il y a des gens qui sont avec toi depuis le début. Oui, la plus grande partie. Vous êtes combien là? Alors, sans parler de tous les serveurs du monde entier, mais le noyau qui entoure Ricardo et qui est là depuis le départ et qui fait grandir l'histoire, vous êtes combien? Alors, si tu devais les compter, toi. Non, mais autour de moi, j'ai peut-être 20 personnes qui reportent à moi directement. Ça peut être, par exemple, mon chef Thierry, qui était là depuis le premier jour, est toujours là. Voilà. Par exemple, tu vois, des gens incroyables, exceptionnels comme ça. Il fait tous tes restos pour aller faire les recettes ou pas? Le corporate chef de tout le groupe. Ouais. D'accord. Donc, après, évidemment, vu qu'on a plusieurs concepts, on a plusieurs pays, il est entouré d'une équipe de 4 ou 5 autres chefs. Et pareil pour la salle, il y a des gens qui sont avec moi depuis le Sonki, par exemple. J'ai déjeuné hier là-bas à midi et je vais demander, il y a encore là 3/4 des gens qui sont là depuis le premier jour. C'est assez intéressant, ça. Bah oui. Ouais. C'est intéressant parce que comment on fait pour gérer, comment on fait pour gérer je démarre pour faire un showcase parce que j'ai besoin de montrer ma viande et j'ai 43 établissements dans le monde. Comment on passe de ça à ça? Il faut du temps. C'est ça. D'abord, il faut le temps. Il faut du temps. Hein. Et j'ai tendance à dire que c'est presque plus facile d'avoir beaucoup plus de restaurants que d'en avoir un seul. Parce que tu as la possibilité, avec les économies d'échelle, de pouvoir embaucher et de pouvoir avoir des gens qui les fait tourner, en fait. Qui peuvent suivre. Voilà, exactement. Ouais. Il y a une taille un peu critique, on est trop petit pour être grand et trop grand pour être petit. Et ça, c'est une phase que j'ai dû passer et qu'aujourd'hui, on commence à se sortir de cette impasse où on commence à avoir une taille où ça nous permet d'avoir des area managers, des chefs par région, des chefs par typologie de cuisine, des contrôleurs, de mystery shoppers, une équipe. On a 15 personnes dans le marketing. J'ai une fille, Lorena, qui est avec moi depuis... elle aussi, elle était stagiaire, comme avec Lara dans la viande. J'ai des gens qui sont là depuis le premier jour de leur vie de travail. Ouais, mais c'est important. Bah oui, c'est important. Est-ce que tous, ils ont la même philosophie? Est-ce que c'est... parce que j'imagine que tu les laisses libres d'être eux-mêmes, donc... Oui, j'essaye. Après, il y en a qui restent 2 jours. Donc, il y en a qui rentrent, ils se sentent pas du tout. C'est un métier d'énergie aussi. Tu sens, dès que tu rentres dans un restaurant, dès que tu rentres dans un bureau, dès que tu rentres on est fait d'énergie. Tu vois, donc ça se sent tout de suite si tu rentres pas. T'as des coups de cœur comme ça quand t'arrives, je sais pas moi, à Bangkok et tu dis là je vais acheter, ou tu dis non, pas du tout. Les endroits comme ça, et t'as eu ce truc qui s'est déclenché? Oui, souvent, très souvent. Parce que rue Marbeuf, j'imagine, quand tu te dis je vais faire un beef bar là-dedans, il faut y avoir une étincelle, hein. C'est pas immédiat comme histoire. Hein. Alors, moi je connaissais pas très bien Paris, mais je connaissais ce restaurant, ça s'appelait la Fermette Marbeuf. Oui. Et très très vieux restaurant parisien. Très vieux restaurant. Je me souviens qu'il y avait il y a toujours la salle qui était cachée, monument historique, et puis il était caché pendant la Deuxième Guerre mondiale par la résistance pour pas que les nazis la découvrent et la détruisent.
Et je me retrouve avec mon futur associé sur Paris qui a son fils qui est agent de foot à Monaco et qui me dit j'ai trouvé le restaurant parfait pour Paris. Je dis arrête, parce que moi aller à Paris en 2016 c'était pas évident. Hein. C'est une période compliquée en 2016. Hein. Oui, et à l'époque une marque qui s'appelle Beef Bar. Où forcément, il faut appeler un chat, Monaco n'est pas vu peut-être comme un monégasque qui arrive, qui s'appelle Beef Bar, dans la rue où il n'y a que des étoiles et les chefs étoilés. Ouais. C'était pas évident. C'était pas évident. Donc moi, je suis rentré par la petite porte, j'essayais de faire douce. Je mets jamais moi en avant, je mets les marques en avant et le produit. Donc le produit parle pour lui-même. Donc heureusement qu'on avait le produit parce que ça, j'étais sûr et tranquille. Vous aviez la viande. Et voilà, oui, mais ça c'est important, ça s'appelle Beef Bar. Et donc je me retrouve avec ce restaurant et à l'époque c'était Joël Robuchon qui devait le reprendre et les monuments historiques lui avaient interdit de mettre la cuisine dans la salle. Qui était protégé par les monuments. Et donc, il a laissé tomber le projet. Il voulait faire son 3 étoiles, parce qu'il n'avait pas de 3 étoiles en France. Et je l'ai revu, on était devenus amis. Et quand je l'ai vu, il m'a dit, j'ai pensé à toi pour ce restaurant, parce que c'est après qu'on l'a acheté. Hein. Et il m'a dit, c'est parfait pour ce que tu veux faire, et bonne chance. Et on a fait un jambon ensemble, un jambon de bœuf de Kobe. Il a mis ça dans tous ses ateliers. On avait fait même une émission. Ah oui, on avait collaboré là-dessus. C'est un grand homme. Et beaucoup de mes équipes viennent de chez lui, d'ailleurs. Ouais. Beaucoup de mes équipes. D'ailleurs, mon chef qui a commencé avec moi venait de son école. D'accord. Et lui aussi, une cuisine simple, bonne. Cette philosophie, ça me parle. Voilà, ça me parle. Quand tu te lances dans l'aventure, est-ce qu'il y a des rencontres qui sont déterminantes pour toi à cette époque-là ? Revenons 20 ans en arrière. Ricardo, qui traverse ou qui arrive dans la vie de Ricardo et qui déclenche tout ça aussi ? Alors, on a dit Robuchon, le chef qui vient de chez lui, bon, très bien. Voilà. Bon, il y a Émile et Christophe, évidemment, pour l'architecture. Évidemment, ça c'est sûr. Parce que toi, tu te dis tout de suite, je vais faire des restaurants beaux. Je me dis, il faut qu'on fasse des restaurants lifestyle, évidemment. Lifestyle, ça veut dire magnifique. Il faut que ce soit... Oui, plus que beau. Il faut que ce soit plus que beau, oui. Il faut que ce soit des moments. En fait, ce soit des moments. Quand tu vas au resto, voilà, tu vas pas que au resto, tu vas faire une soirée, un moment. Et donc, des rencontres, il y en a tout le temps, tous les jours. Ouais. En particulier, s'il y a d'autres personnes, je peux pas... j'ai toujours cru dans ma petite voix. Quand je sens les choses, je vais dans des endroits. Tu m'as dit là, par exemple, quand je suis allé là, je rentre d'Argentine il y a 3 semaines. Je suis allé en Argentine pour faire un dîner parce qu'on avait gagné un prix et donc on était là-bas. Et je suis allé dans un des meilleurs restaurants au monde argentin et viande. Et tu vois, là, je me suis dit, mais ok, j'ai un restaurant comme Anaï à Paris, je l'ai fait avec Cola Greco, qui est incroyable, c'est un pote aussi. J'ai décidé de développer ce concept, parce que je me suis dit, j'en avais un seul. Des fois, c'est des stand-alone qui peuvent devenir aussi des mini-chaînes, ouais. Des mini-chaînes, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai toujours des idées, j'ai toujours des... Est-ce que c'est difficile à suivre ? Est-ce qu'il y a des gens, parfois, qui te disent, calme un peu, s'il te plaît, là, tous les jours. Ah ouais ? Tous les jours, ouais. Tous les jours ? Tous les jours. Tous les jours, ils me disent, tu fais beaucoup de choses. Parce que, en fait, c'est très difficile pour moi, parce que, comme je te dis, je sais pas cuisiner, je sais pas dessiner, mais il faut que je me projette. Il faut que j'ai toujours des idées pour qu'est-ce qu'on va faire de nouveau l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau dans 2 ans, comment on peut ne pas faire endormir les marques, comment on peut toujours faire revenir les clients. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Et heureusement, moi, j'ai énormement d'idées. Alors, elles ne sont pas toutes bonnes. J'ai énormément d'idées. Ça veut dire me canalise. Je ne dors pas la nuit. Moi, le moment entre les 15 minutes avant de fermer les yeux et de m'endormir, là, c'est où je crée le plus. C'est ces 15 minutes. Oui, c'est magique, ça. Hein. T'as un petit truc pour noter à côté Non, je note pas. Alors, je note tout sur mon iPhone, mais sinon, je pas. C'est vrai, je note tout sur mon iPhone. Toutes les recettes et tout, je note tout sur mon iPhone et j'envoie à mes équipes. Et ce qui est marrant, c'est que... ils doivent recevoir des trucs en rafale. Alors, pour les architectes, c'est du Pinterest. Je mets tous les Pinterest, tu vois. Et pour les chefs, c'est les recettes. Et après, on teste, on fait, on défait. Et c'est comme ça que la marque, elle vit. Voilà, c'est comme ça que les marques, elles vivent et qu'elles évoluent, en fait.
Et donc là, on va faire un beef bar asiatique, par exemple. On va faire un beef bar végan aussi. Je dois le faire à Monaco. Ouais. Ouais, Alors, je le dois le beef faire à bar Monaco. végan, c'est un concept quand même. Hein. Ouais, je sais. Mais j'y crois. Alors peut-être pas à Monaco, parce que... À Monaco, c'est encore très traditionnel. Disons que si j'ai la possibilité d'en faire un, il serait peut-être plus intelligent de le faire dans une capitale comme Londres. Où il y a un volume de clientèle peut-être. Oui, et puis les pays nordiques en général sont beaucoup plus amènes à cette en avance. Je sais pas si je dis pas qu'on est en arrière ici, mais ils sont plus ouverts peut-être à ces typologies de produits. Et par contre, un beef bar asiatique avec les barbecues coréens, voilà, moi je suis en train de me battre avec mes équipes pour qu'on ait la possibilité d'en faire. Les barbecues coréens sur la table. Oui, c'est ça. Ah oui. Il y a rien, les viandes, oui. Donc tu vois. Et du coup, alors tu dis, je me bats avec mes équipes, j'ai des idées tout le temps, je note tout sur mon iPhone. Très bien. Et le quotidien de Ricardo, parce que tu es quand même marié avec 2 enfants. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a de la place pour ces 3 personnes-là ou pas? Alors, évidemment qu'il y en a. Évidemment qu'il y en a. Mais évidemment que je devrais en donner un peu plus. Je suis honnête aussi, donc je me rends compte qu'ils grandissent. Parce que les petits, ils grandissent. Hein. Ouais, je sais. J'en parlais avec ma sœur ce matin, elle est venue me voir dans le bureau, elle m'a dit, écoute, passe plus de temps parce que ça grandit très vite. Elle a raison, elle a aussi un enfant de 1 an de moins que mon plus petit, donc c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Ils te le disent? Ouais. Ils te le disent, non, eux les me le enfants disent pas encore. Ils commencent à me faire comprendre que je dois peut-être mettre un peu le haut là sur les voyages. C'est surtout les voyages, au fait. Bah, quand on a 43 restaurants dans le monde, j'imagine qu'on passe beaucoup de temps. Alors, t'es gold member dans toutes les compagnies aériennes du monde, toi. Oui, mais justement, j'ai fait ça depuis longtemps et là, je commence à prendre des gens qui sont extrêmement pros et qui voyagent pour moi. Donc, si je peux éviter... C'est fatigant, quand Parce qu'imagine 43 restos. Si tu dois aller voir 1 fois par an, tu n'es pas à la maison 1 jour. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a 52 semaines par an. C'est ça. D'accord ? Donc, il y a des restos que je n'ai pas vus. D'accord ? Après, c'est pas... Tu les as pas vus du tout ? Du tout. Ouais. Mais bon, alors, pour un contrôle fric comme Ricardo Giraudy, ça donne quoi quand on n'a pas vu son resto ? Parce que ça doit quand même... Je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois sur les stories. mais je suis triste de pas avoir voilà, je suis triste de pas avoir eu la chance, mais je vais quand même prioriser ma famille. Et puis surtout aussi... mes équipes, ils ont besoin de me voir, en fait. Je me rends compte que quand t'es pas là, c'est pas pareil. Ça suffit pas, le message. Ça suffit, parce que je suis toujours joignable, mais ça suffit pas pour le quotidien. Tu sens encore que t'as besoin d'être présent, même si en grandissant, on trouve le temps d'embaucher de bonnes personnes. Vraiment, je suis très très bien entouré, très anxieux, très angoissé aussi, parce que plus ça grandit, plus je me dis, j'espère que ça dure. Je me dis, la responsabilité, mes parents qui sont un peu plus âgés maintenant. Il est toujours là, papa ? Oui, il est toujours là, il vient tous les jours au bureau. C'est vrai ? Oui. Il a son bureau. Évidemment qu'il a son bureau, il a son assistante et il s'intéresse toujours à tout ce qu'on fait. Et puis il a la chance de pouvoir dîner, déjeuner dans les restos. Alors ça le rend très 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 fier. Et puis je suis très content d'avoir un père de son âge qui est encore actif, en bonne santé, même si évidemment il est... Quel âge il a ? Je peux pas le dire, non. Il a plus de 80. Ah oui. Bah, c'est ça, c'est magnifique. Voilà. Mais je te le dis après, mais il veut pas que je dise ça au microphone. Il a plus de 80. Voilà. Oui, voilà. Non, mais il est surtout, il est super. Et surtout, c'est aussi important d'avoir un père qui est fier. Ouais, bien sûr. C'est très important. Il te donne son avis. Il le dit pas à moi, il le dit aux gens qui me le disent. Est-ce qu'il te donne son avis, par exemple ? Il va dîner chez son qui ? Est-ce qu'il te dit ça allait pas, ça c'était bien ? Oui. Et un peu moins maintenant parce qu'il est un peu plus fatigué, mais il m'a toujours donné l'avis critique. Il me dit pas si c'est bien. Il me disait, ouais, tu peux changer ci, ça, mais bon. C'est ton gosse mais la client. bonne ambiance. Ouais, en général, lui, il aime beaucoup l'ambiance. Donc, quand il va cantiner, tac, il y a la musique, par exemple, il adore, il est là, il reste. Tout. L'ambiance fait aussi le maintien vraiment mais c'est ce que tu heureux, disais. En fait, tu dis, ou j'ai lu quelque part que tu dis, quand on va dans un restaurant, c'est pas uniquement pour manger. Donc, non, c'est sûr. C'est pour l'ambiance, c'est le moment. L'accueil, c'est tout, c'est un tout. L'emplacement est fondamental, la cuisine, mais la musique aussi importante que la nourriture. Tu vois, je le dis souvent, ça aussi, on me prend peut-être pour un fou, mais
ce sont tous les petits détails, ce sont les tensions, les contrastes. C'est comme un caldaire, il faut que tu le montes et que tu mets tout en tension, et pour que ça tienne, eh ben, il faut qu'il y ait tout. C'est un peu le yin et le yang, si tu préfères. Enfin, t'es conscient que tout ça, c'est possible parce que le base, c'est-à-dire le produit de base, est bon. Sinon, c'est pas possible. Non, le produit de base. Le caldaire, on base, voilà. Nous, la base, c'est le produit. Mais c'est ça. La base, c'est le produit. Et si tu as le produit, et si tu ne vis pas que de choses futiles, ta marque peut être là pour toujours. C'est un petit peu ça l'idée, au fait. Il faut être respectueux des valeurs, en fait. Hein. Absolument. Surtout quand on parle de produits nobles comme cela, ou qu'on parle d'un produit, ou qu'on parle d'une culture, comme un restaurant italien, par exemple, ou même un restaurant asiatique, ou tout ça. Il faut être cohérent. Quelle est la personne autour de toi dont le jugement est le plus important, dans le sens, cette personne qui te dit ça va pas, pour toi, effectivement, tu le crois sur parole, parce que j'imagine que tu vérifies quand même, hein, mais quelle est la personne que tu crois sur parole ? Mes enfants. C'est vrai ? On dit toujours, hein. Tu sais qu'il y a un say en français qui dit « la vérité sort de la bouche des enfants ». Oui, mais alors, maintenant, ils ont 7 et 8, donc ils ont commencé à réaliser qu'on a des restaurants. Et donc, à l'école, ils se disent « oh là là, on va faire des restaurants ». Et donc, je leur fais goûter beaucoup de produits. Et eux me disent... non. Et ils me disent ce que disent les enfants à l'école, donc je sais un petit peu comment les parents aussi, qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que souvent, ils répètent ce que les parents disent. Oui, donc qu'est-ce qu'ils pensent. Et donc, du coup, je connais aussi un petit peu, à travers les enfants, ce que pensent les parents des amis. Et ça me met aussi à réfléchir sur la stratégie qu'on peut adopter sur Monaco ou à l'étranger, ou que ce soit. Quand on a des convictions, parce que là, tu dis, j'entends ce que les gens disent, est-ce que c'est facile de confronter ses convictions à l'avis des autres? C'est-à-dire, toi, tu dis, moi, je pense que c'est ça, et tu entends autour de toi que les gens disent, c'est pas bien. Est-ce que c'est facile, ça? Écoute, il faut qu'on s'habitue. La chose la plus difficile pour moi, ça a été, au début, ça va te paraître peut-être anecdotique, mais pour un restaurateur, c'est quand même assez difficile, c'est TripAdvisor. Non, là, mais je te crois sur parole. Alors là, je pourrais en faire une dissertation, je pense qu'on n'a pas le temps. C'est terrible. Hein. Mais c'est inimaginable ce que ça peut être. C'est cruel, en fait. Cruel, surtout quand tu as mis toute ton énergie, tout l'argent que tu as, tout ce que tu peux. Alors on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et puis, tu as le hater public qui a pas forcément des connaissances culinaires les plus aguerries au monde, ou l'expérience de la culinaire la plus évoluée, qui parce que c'est cher, ou parce qu'il n'a pas eu la table, ou parce que, pour une raison quelconque, il te massacre. Donc aujourd'hui, je ne lis plus les TripAdvisor. Non. Et je pense qu'en tant que restaurateur, on devrait nous demander si on veut jouer le jeu ou pas. C'est-à-dire que pourquoi être soumis à... ce jugement populaire obligatoire. Quoi. Alors, des fois, il y a des très très bons commentaires, il ne faut pas que je dise, mais pour et souvent, les bons commentaires, je les remercie toujours, et je suis toujours très... un bon commentaire qui peut être critique. Voilà, très, 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 très juste. Mais il y a beaucoup de méchanceté, c'est tout. C'est la méchanceté qui m'a peut-être le plus heurté, fait du mal au début. Aujourd'hui, je te répète, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc forcément, ça me perturbe. Donc je les lis plus. Je les lis plus. Tu dis, je suis quelqu'un d'assez sensible. Est-ce que tu te rends compte qu'un success story, le tien en tout cas, ce success story-là, est-ce que tu te rends compte que ça peut générer... Alors, la jalousie, c'est un mot qui est pas beau, mais en tout cas de l'envie. Parce que tout le monde ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Non, je sais. Et fort heureusement, j'en souffre pas trop de ça. Je suis pas trop... Tu es préservé ? Je suis assez préservé. Je suis pas entouré de gens envieux. Et je pourrais comprendre que ça... Après, moi, j'ai toujours vu les gens
qui ont fait des choses bien, comme des gens à qui j'aimerais suivre, des exemples, bien sûr. et pas que ils ont réussi, donc je suis frustré que moi je n'ai pas réussi. Moi je mets toujours la barre la plus haute possible, et les parasites comme le TripAdvisor ou comme les gens jaloux, j'essaye d'éviter de m'entourer. Il y a des gens que tu connais depuis très longtemps et qui ont changé d'attitude avec toi, ou Très peu. Encore une fois, ici, on est assez préservé. Tu vois, ici, même si évidemment, je n'ai pas les mêmes amis que quand j'étais plus enfant, ou tout ça. Mais c'est le cours de la vie, ça, c'est pas la réussite. C'est le cours de la réussite. Et puis, c'est paradoxal, mais moi, je me vois pas comme en ayant réussi, forcément. Oui, mais parce que je suis dedans tous les jours. C'est ça. Et je vois de plus en plus de problèmes, en fait. Et donc, tu dis pas, j'ai réussi. Je dis, oulala, il y a encore des problèmes qui arrivent. Et donc, peut-être qu'avec le recul, et je veux pas sembler... mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais c'est vraiment sincère. C'est-à-dire que je me sens... Enfin, c'est pas que j'ai des yeux aussi. Et tu vois, des commentaires comme les tiens me font énormément plaisir, ou mes amis aussi me le disent. Donc, je suis pas bête. Donc, je me rends compte que... ça, on sait que tu veux. Je me rends compte que je fais... Surtout pour mes équipes, on a fait une belle histoire. On a fait une belle histoire. Voilà, on a fait une belle histoire. De là à... Je pourrais le réaliser peut-être quand j'en serai sorti, ou que je serai détaché. Mais j'y suis physiquement et en présence tous les jours. Et justement, t'as pensé à vendre ? T'as pensé à t'arrêter ou pas ? Oui. Parce que 43 établissements, tu m'as dit, juste avant qu'on commence, je vais trahir un secret, tu m'as dit, c'est 43 fois plus d'emmerde. Je le dis, parce que c'est vrai. Ah oui. On imagine les relations humaines, les ressources humaines, les investissements financiers, les trucs administratifs. Enfin, on imagine tout ça, la qualité, des choses qu'on n'a pas imaginé. Ce qui est le plus difficile aussi dans ce métier, c'est les fuseaux horaires. On se rend pas compte, mais la nuit, l'autre se réveille, l'autre se couche, donc tu n'es jamais tranquille, parce que quand on se lève, Saint-Barth il va se coucher, ou vice versa, je sais pas comment ça va. Donc c'est vrai que tu es tout le temps envahi par... T'as des messages tout le temps, tu es un patron accessible. Oui, trop, et ça c'est un autre problème. Et là aussi, je suis en train je sens que j'ai mis le doigt sur le truc. Les WhatsApp, entre 150 et 200 WhatsApp par jour, il n'y a plus de vie. Je sais. Mais je suis en train... je suis en train, justement... Là, je suis en train de me structurer pour le faire mieux. Est-ce que j'ai pensé à vendre ? Oui. Est-ce que j'ai envie de vendre ? Pas forcément. Voilà. Pourquoi ? Parce que non, t'es en train d'acheter là. Oui, voilà. Non, mais après, je pense que l'union fait la force aussi. Ça dépend quelle est la stratégie. Si je dois peut-être faire un partenariat stratégique avec un groupe pour pouvoir grandir plus, ou pour pouvoir donner plus de tranquillité, de sérénité à ma famille dans le futur, pourquoi pas ? Si mes enfants veulent pas continuer, pourquoi pas ? Si mes enfants veulent continuer, oui, mais je n'ai pas envie de les obliger ou imaginer que ils vont devoir faire ce que j'ai fait. Donc, j'espère garder la valeur de ce que je fais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le grand enjeu, en fait. Ça, c'est le grand enjeu, de garder la valeur, de grandir le plus possible. Mais après, s'il y a des partenariats stratégiques, pourquoi pas ? S'il y a les aléas de la vie, pourquoi pas ? On ne sait pas. Parce que tu parles de partenariat. Mais c'est pas l'objectif personnel. C'est pas le but ultime de faire la culbute et partir. C'est pas du tout ce que j'envisage. C'est pas ton histoire, en tout cas. Non, parce qu'elle est pas née comme ça. Elle est pas née comme ça. Tu fais pas un business, toi, en fait. Au départ, en tout cas, tu fais pas un business. Parce que je t'ai dit, je suis né comme quelqu'un qui aime, qui adore. Tout d'abord, j'adore ce métier parce que j'adore manger, j'adore créer. Je me sens bien. On en a beaucoup parlé. Tu adores manger, toi. Ah oui, j'adore manger. Ah, mais j'adore. Et même si je sais pas cuisiner, je fais pratiquement toutes les recettes avec mes chefs. Donc j'ai une connaissance. Et malgré ça, t'apprends pas. Ah non. Mais non, c'est trop tard, j'ai 48 ans, je vais pas apprendre. Non. Et puis, 48 ? Oui, et puis ils le font mieux que moi, les chefs, non ? Alors 48, oui, alors ils le font mieux que toi. Ça, ils le font mieux que toi. 48, ça veut dire que quand tu démarres, t'as pas 30 ans, hein ? Non, j'ai commencé en 2003 la restauration. C'est un restaurant à Nice qui a mal tourné d'ailleurs, tu vois. Le premier que j'ai ouvert, ça a mal tourné. Et le Bivard, c'était le deuxième. Mais j'avais 27, 28 ans. Et puis quand j'étais à Londres. Parce que c'est jeune quand même. C'est assez jeune, c'est pas non plus trop jeune. Est-ce qu'il y a eu un moment dans toute cette histoire, on vient de parler de cette histoire qui n'est pas finie et on est ravis de l'entendre, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais découragé ? Oui, plein de fois.
plein de fois. Ouais. Comment on fait quand on est découragé et qu'on sait que tout le monde attend le WhatsApp, l'idée, la réaction, le commentaire? Alors, bon, ça va être cliché, ce que je vais te répondre, mais le Covid, ça a été évidemment... laisse tomber, là, c'était... Après, ça a été dur, parce que tu as souffert. Ça a été extrêmement difficile, mais ça a été extrêmement positif. Ça a été extrêmement positif, tout simplement parce que c'était le seul moment où j'ai pu rester avec ma famille 24 heures sur 24 pendant 6 mois. Donc je leur ai donné du temps. Ça, c'est un miracle. Et ça, oui, mais ça, tu vois, ça vaut presque toutes les emmerdes du Covid. Parce que je me suis dit, c'était vraiment les meilleurs moments de ma vie. C'était le meilleur moment de ma vie. C'était positif aussi parce que je ne savais pas où aller. On ne savait pas du tout. Ouais. On savait pas tu ne peux pas contrôler. Donc quand tu ne contrôles pas, tu peux pas être angoissé parce que qu'est-ce que tu peux rien faire. Tu es une petite chose là dans un énorme. D'ailleurs, tu étais venu en interview pendant le Covid. Tu nous avais accordé une interview et c'est ce que tu nous avais dit. Tu avais dit le truc, c'est qu'on ne sait pas où on va. Là, on ne sait pas du tout où on allait. J'ai beaucoup souffert à Monaco du Covid. Ça, c'est un autre discours. Parce que ça a été très dur. Non, ça a été extrêmement... C'est comme tous les petits endroits, tu sais. Ouais, ça a été extrêmement... C'était très encadré. Voilà, c'était beaucoup plus encadré que dans d'autres pays. Donc forcément, on a beaucoup plus souffert. C'est sûr qu'à Mykonos, ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple. Mais de vouloir baisser les bras... Il y a des moments où je suis... fatigué, voilà. C'est ça. Il n'y a pas des jours où tu te dis, mais est-ce que ça peut s'arrêter de 2 minutes et que je puisse dormir? Est-ce que tu me dis, je dors pas beaucoup. Qu'est-ce que tu as réussi à dépasser 8 heures de sommeil à la suite? Oui, j'y arrive. Et là, je suis parti, par exemple, en détox. Mais il y a des petits secrets quand même. Oui, il y a des petites recettes. Mais c'est des détox de temps, c'est-à-dire, voilà, on prend soin de soi, du corps, tout ça. C'est très important aujourd'hui. Et ça me permet de revenir avec beaucoup plus de force. Quand tu es en détox, tu coupes le téléphone? Oui. Ça doit leur faire tout drôle. Enfin, je le laisse dans la chambre. C'est pas exactement pareil. Mais je sors beaucoup de la Monsieur chambre. Ricardo, c'est pas exactement pareil. Non, je sais. Ça s'appelle Digital Detox. Et ça existe. Ça existe? Ça existe, le Digital Detox. Mais alors là, c'est très difficile. Je sais pas comment on faisait avant parce qu'on se rend compte. On pense que le monde s'arrête si on n'a pas le téléphone, que tout va tomber si on répond pas au bout de 10 minutes. C'est complètement débile. Non, mais c'est pas débile. C'est que le monde a changé de fonctionnement. C'est que cette façon de pouvoir te joindre, tu dis je suis un patron accessible, ça veut dire que les gens qui travaillent pour toi, ils attendent de toi cette réponse rapide. C'est moi qui les ai mal, peut-être, c'est pas une question de mal habitué, mais c'est aussi que je veux être présent en tant que patron, et peut-être un peu trop control freak, je suis aussi conscient de ça. Donc peu à peu, j'essaye maintenant de lâcher, mais c'est vrai qu'on a grandi. Et donc, c'est vrai que c'est... Jusqu'à quel point tu vas? Parce qu'on était avec Alain Ducasse qui me disait, moi, je suis très interventionniste, je vais jusqu'à la composition de la nappe, je veux tout voir, je veux voir les couverts, je veux voir les salières, Il me dit, voilà, quand je monte un restaurant, je veux tout voir. Est-ce que moi, je suis aussi exactement pareil. C'est ça? C'est hyper important. Tu vas jusqu'au truc du sel. Oui, mais les salières, j'ai 5 aussi. Mais même, laisse tomber. Je veux dire, tous les fournisseurs de salières, où on va, qu'est-ce qu'on prend, les assiettes. Je dessine moi les assiettes, je fais les collaborations. Enfin, on fait tout. Est-ce que c'est le devil is in the details, disent les Anglais. Et c'est exactement ça dans la restauration. C'est dans le même dans la viande. Là, je viens de dessiner une boîte de wagyu japonais, mais c'est genre du manga dément. Quand elle arrive dans le frigo du chef étoilé, elle ressort, donc on la rachète. Donc et puis j'adore faire ça. Là, on va dessiner des assiettes spéciales en onyx, par exemple, avec Mogadam, on a fait ça. On est parti là. Donc, tu vois, c'est toutes des collections comme ça où ça me plaît. En fait, je m'exprime, si tu veux, à travers tous ces... Est-ce que tu es artiste? C'est-à-dire, est-ce que tu fais... Tu me dis, je dessine pas de ligne droite. Est-ce que tu dessines? Non, je joue du piano. Tu joues du piano? Oui. Ah, voilà. Tu t'exprimes quand même. Et j'ai repris à jouer du piano, d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais ici à l'académie, au conservatoire, pendant 15 ans. J'ai fini. J'ai jamais voulu être pianiste. T'es diplômé du conservatoire? Ouais. Tu lis la musique? Ah, bien sûr, oui. Et là, je vais arrêter pendant 20 ans, et là, ça fait 5 ans que j'ai repris, donc je joue tous les jours. J'essaie entre 1 heure et 2 heures. T'as un piano à la maison? Oui. Et j'ai la chance d'avoir deux maisons et donc 2 pianos. Mais oui. Je joue tous les jours. Moi, je vais rentrer, je vais faire les études de Chopin, et
un concerto de Mozart. Donc c'est ça qui est génial. Ça, par contre, c'est un équilibre. Ah. Ça, c'est important. Là, tu te défoules. Il y a bien quelque chose. Hein. Oui, Est-ce que tu fais du sport, par exemple? Oui, la salle. Après, ça compare. Hein. Non, mais ça aussi, ça peut être... Le sport, ça défoule beaucoup. Mais rien à voir avec ce que peut te procurer l'émotion de la musique. De la musique? Ah oui, rien à voir. Là, c'est le vrai don. C'est-à-dire que là, je me rends compte que j'ai un truc que les autres j'ai ne font la pas. chance de ressentir des choses que la musique peut me donner, que si j'avais pas été pianiste, j'aurais jamais pu les ressentir. Certainement. Et je pense que c'est lié aussi à la créativité qui vient avec. Et des fois, quand je joue un morceau, je ressens des sensations tellement fortes, mais je ressens les mêmes en beaucoup plus faible quand je réussis un concept. C'est-à-dire que ce plaisir est lié, même s'il est beaucoup moins... Il est beaucoup moins fort quand c'est... Beaucoup moins fort que la musique. Et je ne lis pas un livre, par exemple. C'est très étrange. Ah. Si je pars en vacances, je vais écouter du Spotify avec la musique classique, par exemple. Tu écoutes beaucoup de classique? Oui, énormément. Et je ne vais pas lire un livre. Donc mais parce que je sens la musique, voilà. Peut-être que... Tu disais tout à l'heure Pinterest, etc. Donc j'imagine que toi, les réseaux sociaux, quand même, tu y passes du temps. Est-ce que tu penses que ça a été une façon aussi de modifier le marketing et de rendre le marketing plus moderne? Absolument. Je pense que c'est une chance inouïe qu'on a. Ouais. Je pense que c'est un outil qui est relativement peu cher pour un énorme, vrai, hein. un Tout énorme le monde dit c'est retour. gratuit, c'est pas gratuit. Non, ça coûte cher parce que nous, par exemple, sur Monaco, on a deux community à temps plein que pour les restaurants. Voilà. Après, comme je vous ai dit, j'ai une dizaine de personnes. La vidéo et le online, le web, le graphiste. Parce qu'on oublie, les faire réseaux le sociaux, contenu, il faut produire le contenu. Et produire le contenu, ça veut dire bouger, prendre les avions, faire du contenu. Quand tu as autant de restaurants, tout ça. Voilà. Et contrôler le contenu des autres, parce que forcément, quand tu as plusieurs restaurants et qu'on fait du contenu, donc il faut faire les guidelines pour le monde entier, parce qu'il y ait une cohérence, un même ADN. Après, ce qui se passe au Moyen-Orient, on n'est pas pareil que ce qui va se passer à New York. Enfin, c'est assez compliqué tout ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, la restauration vit et grandit énormément grâce aux réseaux sociaux. Et je pense que c'est beaucoup moins cher aujourd'hui de communiquer sur un restaurant qu'il y a 20 ans quand on a ouvert. Je me souviens, avant, on était obligé de faire de la pub. On appelait ça les réseaux de luxe à Monaco. Il y avait les réseaux de luxe, les culs de bus, il y avait tout ça. Bon, on les a gardés, les culs de bus, c'est ce que j'aime bien. Oui, ça j'ai vu. Mais maintenant, il y a tout ce qui est digital. Et puis, mais il n'y a rien de mieux qu'un influenceur ou des gens connus qui viennent dans ton resto, qui taguent. Et c'est ça. Aujourd'hui, les gens, ça, c'est les relations presse ou les relations publiques d'aujourd'hui, c'est ça. Les gens, ils veulent ça aujourd'hui. Ils vont. Et puis, le bouche à oreille se fait beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Donc c'est une vraie chance pour nous. Avant de terminer, moi j'aimerais juste que tu nous dises si tu as un de tes restos préférés ou pas. Oui. Alors vas-y. C'est celui de Paris que je disais tout à l'heure. Ah, c'est Marbeuf. Non, c'est Anaï. C'est Anaï. Voilà. Pourquoi Anaï ? Parce que c'est encore une fois un restaurant que j'ai repris, mais qui n'était pas créé par moi. Donc c'est un restaurant où j'y allais quand j'avais 20 ans. Je fais mes anniversaires là-bas. Et qui a toujours été un restaurant de viande magique, magnifique, avec une énergie. C'est un restaurant, je répète, où moi je sens les ondes. et c'est pour moi aujourd'hui le restaurant toujours le plus intéressant du groupe. Parce que j'ai été protagoniste et je fais partie d'une période de ce restaurant. Et il va sûrement continuer après moi. Il a eu une vie avant. Et je pense que c'est toi qui vis dans son histoire, c'est pas moi, lui qui exactement, vit dans c'est moi qui vis dans son histoire. C'est presque personnel. Ah, c'est intéressant ça. C'est où chez toi quand tu dis je suis à la maison? C'est où? Monaco. Il y a une autre ville dans le monde que tu aimes? Beaucoup. J'aime beaucoup Paris. Vraiment, j'aime beaucoup Paris. J'aime beaucoup Londres. Ah ouais, j'aurais cru que tu me disais Londres. Tu me dirais Londres directement. Londres ou Paris, voilà. J'ai la chance de pouvoir y aller souvent. Mais c'est vrai que moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Monaco, pour moi, c'est la maison, c'est sûr. C'est la maison ? Sans aucun... oui. Tu disais, il y a ta sœur, donc il y a toute ta famille ici ? Il y a toute ma famille. Toute ma famille. Ah ouais. Donc ça, forcément. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ?
Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Parce que, au-delà des ouvertures qui arrivent, etc., vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Mais, tu sais, moi, je suis de continuer sur la bonne voie comme j'espère le faire. C'est-à-dire que je remercie tous les jours de tout le monde d'avoir fait les choses pour qu'on soit là aujourd'hui. En fait, je suis reconnaissant. J'aime bien regarder en arrière. Qu'est-ce que tu te dis le matin parce qu'on a tous ce moment où on se regarde, où on se brosse les dents, où on se rase, enfin peu importe. Qu'est-ce que tu te dis là? Tu te dis je suis content? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Overall quand même. J'ai du mal à m'arrêter et de dire je suis content. Je suis plus dans qu'est-ce qu'on va faire pour mieux améliorer la journée, pour mieux faire les choses. Mais c'est vrai que je commence à sentir aussi le besoin de vouloir me calmer. Voilà. Alors, ce qu'on te souhaite, c'est de trouver un peu de calme. Voilà. C'est ça? C'est gentil. Ça, ce qui, à mon avis, serait quand même le meilleur moyen de te voir repartir en flèche derrière. T'inquiète pas, je pense que ça va arriver. Merci Ricardo, c'était vraiment un très grand plaisir de passer ce moment avec toi. Merci à vous, vraiment. Merci.